c'est ici. Ici que nous avons acheté notre première maison. Ici que nous avons fondé une famille et fait de notre jardin une véritable passion. Dans cet écrin de 1200 mètres carrés, je milite à ma petite échelle pour maintenir un coin de biodiversité. Depuis plus de 10 ans, nous aménageons notre terrain avec un objectif simple: profiter d'un jardin vivant avec un maximum d'espèces sur un minimum d'espace. Une aventure naturaliste de proximité, ludique et facilement reproductible. C'est ici que j'ai passé des heures à observer, filmer et photographier les passereaux de notre quotidien, parmi lesquels le rouge-gorge, le pinson des arbres ou la mésange charbonnière. Ici encore que nous avons reconsidéré notre regard pour respecter avec le même enthousiasme la menthe religieuse, l'écureuil roux, la salamandre tachetée, les guêpes et les araignées. C'est ici, nourris par l'espoir d'identifier de nouvelles espèces d'insectes pollinisateurs, que nous avons planté des arbustes et semé des fleurs. Ici, que nous avons compris que notre bonheur était aussi celui des petites bêtes du jardin. Un printemps de plus vécu dans cette maison. Comme chaque année maintenant, s'ajoute au ritournelle des oiseaux le chant des grenouilles, leur coassement. Depuis 10 ans, je me livre avec enthousiasme à l'inventaire des créatures qui peuplent notre mare. Parmi elles, celles que nous aimons qualifier de petits dragons, les tritons marbrés. Dès le mois de février, les tritons quittent leur cachette terrestre dissimulée dans le jardin pour retrouver le milieu aquatique. C'est un point commun avec la grenouille verte qui a trouvé chez nous un lieu de choix pour s'accoupler et pondre ses œufs. Notre mare est aujourd'hui une pouponnière pour 4 espèces d'amphibiens. Toutes sont protégées par la loi, au même titre que l'ensemble des reptiles de notre pays. C'est pour cette raison que nous ne voyons pas la couleuvre à collier comme un danger, mais comme un trésor à préserver. Prédateur tout aussi inoffensif que craintif, ce serpent semi-aquatique est ici le bienvenu. La présence d'une mare, même de faible superficie et dans un milieu urbain, a également de bonnes chances d'attirer parmi les plus grands insectes d'Europe, les libellules. Avec leurs cousins les demoiselles, ces insectes passent les premières années de leur vie sous la forme d'une larve aquatique. Seule leur dernière mue s'effectuera en dehors de l'eau. Cette ultime transformation, appelée mue imaginale, est un moment sensible, car la demoiselle est à la merci de ses prédateurs. En toute discrétion, elle doit donner vie à ce nouveau corps, défroisser ses ailes et être capable de voler.
Notonectes, gérisses, ditiques, salamandres, crapauds. Un grand nombre d'autres insectes et amphibiens dépendent de l'eau pour survivre, pour accomplir leur cycle de vie. Que ce soit par la présence d'une mare ou d'une simple coupelle remplie régulièrement, l'eau ravit aussi les oiseaux, toujours nombreux à venir y boire ou s'y baigner. Un simple piège vidéo, posé à proximité de notre abreuvoir, devient alors l'outil rêvé pour entrer dans l'intimité du bain de la grive musicienne, de l'étourneau sansonnet ou du merle noir. Avant notre arrivée, ce jardin n'a pas toujours été pensé comme un refuge pour la biodiversité. La mare est une création de toutes pièces. Un petit oasis artificiel lové dans ce qui n'était alors qu'une grande étendue de gazon stérile, impropre à la diversité biologique. Il aura fallu quelques conseils bien distillés, des pelles, un géotextile, une bâche et de l'huile de coude pour intégrer à domicile ce point d'eau fait maison qui se comporte aujourd'hui comme un écosystème naturel à part entière. C'est ainsi, année après année, que nous avons façonné notre terrain. Chaque nouvel aménagement étant pensé pour proposer le gîte et le couvert aux espèces qui nous entourent. Peu à peu, la monotonie de la pelouse a laissé place à une mosaïque de micro-habitats. La création d'un potager a elle aussi fait partie des premières modifications du terrain. Renouer avec la terre, le rythme des saisons, tout en gardant à l'esprit que la production de légumes sains est souvent le fruit du travail des insectes pollinisateurs, indispensables dans la reproduction de nombreux végétaux. Depuis, des aménagements en bois, en pierre, en sable ont fait leur apparition. Tous sont dédiés aux petites bêtes en tout genre, principalement aux abeilles et aux guêpes solitaires. Sur une surface totale de 1200 mètres carrés, nous avons choisi d'en partager la moitié avec la biodiversité. Du point de départ au point d'arrivée, des dizaines d'arbustes ont été plantés, des milliers de graines ont été semées. Notre maison se situe dans la campagne bretonne, dans un lieu-dit à 2 km du centre-ville. Hameaux isolés, routes goudronnées, champs cultivés et surfaces arborées dessinent ici ce que les écologues appellent le bocage. C'est dans ce patchwork que notre jardin fait son chemin entre fossés propices aux fleurs spontanées, quelques arbres vieux de dizaines d'années, des allées gravillonnées et des jardins tondus. Comme beaucoup, nous ne souhaitons pas être totalement envahis par les herbes hautes. Mais pour mieux cohabiter avec les insectes et les oiseaux, nous pratiquons une tonte sélective et acceptons les soi-disant mauvaises herbes. Je laisse ainsi s'épanouir quelques îlots de renoncules,
regarde fleurir le pissenlit et la pâquerette, le lamier pourpre et le trèfle. Bénéficier de différentes floraisons le plus longtemps possible durant l'année a été l'un de nos grands objectifs. Il ne s'agit pas ici de proposer des espèces purement ornementales, mais plutôt de privilégier un panel de plantes sauvages, locales et mellifères. Ce terme fait référence aux végétaux dont les fleurs sont riches en pollen et en nectar, deux sources de nourriture très importantes pour de nombreux insectes. Fleurs spontanées, espèces semées ou plantées, herbes aromatiques ou plantes grimpantes, nous avons compris que plus la flore était diversifiée, plus le nombre d'espèces animales à interagir chez nous était élevé. Pour créer son propre jardin vivant, il ne faut retenir qu'une règle d'or, bio et diversité. Les herbes hautes sont toujours très appréciées par un ordre d'insectes appelé orthoptères. Ils regroupent notamment les criquets, aux antennes courtes, et les sauterelles, aux antennes plus longues. Parmi elles, la leptophie ponctuée, une sauterelle végétarienne. Une autre espèce, 3 fois plus grosse et carnivore, est aussi attirée par nos friches ensoleillées, la grande sauterelle verte. Chez les sauterelles, les femelles se distinguent aisément, car elles possèdent une longue tarière à l'arrière du corps, en forme de lame de sabre. Inoffensif, cet outil leur permet de pondre des œufs dans le sol, ce qui les protégera des prédateurs et des aléas du climat. Facélie, mauve, molène, digitale, bleuet, rose trémière ou pavot, les plantes mellifères d'une zone de prairie fleurie sont de véritables aimants pour l'un des pollinisateurs les plus connus dans notre environnement, l'abeille domestique. Sa réputation est sans aucun doute liée à sa relation avec les hommes qui ont appris à l'élever dans des ruches pour en extraire son miel. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la France compte à elle seule près de 1000 espèces d'abeilles sauvages, dont la majorité sont solitaires. Halictes, Collettes, Andrènes, Mégachile, leurs noms sont moins connus, mais un jardin vivant riche en fleurs sera l'occasion d'en apprécier la diversité. Les espèces d'abeilles se nourrissent du nectar des fleurs grâce à des langues plus ou moins longues. Chaque espèce est ainsi plus ou moins liée à une forme de fleur en particulier. Les corolles profondes attirent des abeilles à langue plutôt longue, et inversement. Là encore, la diversité des plantes est la promesse d'une diversité de faune. Les bourdons font partie de cette grande famille. Leurs poils, à l'image d'une fourrure, les protègent mieux du froid que la plupart des autres pollinisateurs. Pour cette raison, bourdons terrestres, bourdons des pierres et bourdons des champs sont souvent les premiers de l'année à s'activer et parmi les derniers à encore butiner. Autre représentante de cette diversité,
l'abeille charpentière, ou Xylocope violet. Elle est la plus grande de sa catégorie, capable de creuser le bois pour y construire son nid. Si la plupart des abeilles naissent dans le sol, dans des trous ou dans des petits terriers, quelques espèces préfèrent pondre leurs œufs plus en hauteur. C'est pour elles que sont destinées les tiges de bambou ou les bûches percées de nos hôtels à insectes. Les osmies rousses et cornues l'ont bien compris. Chaque tige bouchée contient une série de cellules qui renferment un œuf déposé sur une réserve de pollen. Une loge secrète où la larve se métamorphosera en abeille adulte à l'abri des regards. Dès la fin de l'hiver, les osmies quittent leur chambre et nous offrent l'un des premiers balais du jardin. Comme les abeilles, les papillons forment un ensemble d'insectes très diversifiés. Les spécialistes les classent dans l'ordre des lépidoptères, un terme issu du grec ancien qui signifie « aile recouverte d'écailles ». Chez le paon du jour, ces écailles sont de couleurs très différentes. Sur la face extérieure des ailes, elles sont plutôt sombres, assurant à l'insecte un camouflage idéal dans l'ombre des feuillages. À l'inverse, sur la face interne, c'est une explosion chromatique qui avertit les prédateurs de sa toxicité. Citron, azuré, hespéridudactyle, écailles chinées, thyrsis ou vulcain, nous en différencions sans difficulté plusieurs espèces au jardin. L'un d'eux, pourtant, fait figure de favori. Le macaon. Il aura fallu patienter plusieurs années avant de nous émerveiller devant sa parade nuptiale, avant de le voir butiner. Son arrivée est liée à une plante en particulier, le fenouil. Initialement semé pour le légume qu'il promet, le fenouil fait partie des plantes hôtes de ce papillon, c'est-à-dire un végétal que la femelle recherche pour pondre ses œufs et pour nourrir ses larves végétariennes, les chenilles. Les œufs de papillon ne sont donc pas déposés au hasard dans la végétation. L'ortie, par exemple, intervient dans le cycle de reproduction d'une dizaine de papillons de jours différents. Pour attirer les lépidoptères au jardin, le végétal joue une nouvelle fois un rôle opportun. Par le nectar qui nourrit les adultes et par les feuilles, les tiges, qui nourrissent leurs chenilles. En se positionnant à la base de nombreuses chaînes trophiques, plantes et insectes attirent toutes sortes d'oiseaux. Le verdier d'Europe, le pivert et le chardonneret élégant n'en sont que quelques représentants. Leurs régimes alimentaires varient selon les espèces et les périodes de l'année, depuis les vers de terre jusqu'aux petites baies.
frugivore et granivore durant l'hiver, la mésange charbonnière calque sa reproduction sur la disponibilité des chenilles avec lesquelles sont nourris majoritairement ses poussins. Chaque nichoir occupé s'en fera livrer quotidiennement des centaines de becquets. En échange, les parents récupèrent leurs sacs fécaux, évitant ainsi que le nid soit souillé. Les arbres fruitiers payent aussi un lourd tribut aux oiseaux. Selon le taux de réussite de nos plantations, nous acceptons avec plus ou moins de frustration ce partage imposé, mais toléré. Nous cédons avec plus de facilité nos cerises. Perchées à plusieurs mètres de hauteur, elles nous sont inaccessibles pour la plupart, mais font la joie des étourneaux sansonnets, toujours en bande pour s'en délecter. Audeline, Pomponnette et Ninette font aussi partie de notre microcosme. Contre une poignée d'œufs frais quotidiens, j'accepte tant bien que mal leur chasse sans concession de ces insectes que j'aime tant. Dans le sillage de nos poules virevoltent deux espèces d'oiseaux souvent confondus. Le moineau domestique et, tout aussi commun mais bien moins connu, l'assenteur mouchet. L'activité des assenteurs est très tournée vers le sol où ils recherchent leur nourriture grâce à un bec taillé pour fouiller la litière. Leur plumage cryptique, brun et marqué de noir, est idéal pour se camoufler dans les fourrés et les buissons denses qu'ils affectionnent, y compris dans un environnement soumis à la main de l'homme. Un habitat qu'ils partagent d'ailleurs avec le plus petit des oiseaux du jardin, le troglodyte mignon. Un tel terrain de chasse attire forcément les chats du quartier. Avec plus de 12 millions d'individus dans nos foyers, cet animal de compagnie est aujourd'hui le carnivore le plus représenté dans notre environnement. Malgré sa domestication, le chat a gardé ses facultés de prédateur indépendamment de tout besoin alimentaire. Son succès est tel qu'il pose parfois des problèmes de cohabitation avec la faune sauvage. Cette bergeronnette grise restera la seule jamais observée au jardin. Depuis, chaque nichoir à oiseaux installé est rendu inaccessible à ce chasseur opportun. Pour celui ou celle qui se lance dans l'expérience d'un jardin riche en biodiversité, la cohabitation avec les insectes sera inévitable. Et pour celui ou celle qui prendra le temps de les observer, la promesse d'un monde passionnant est assurée. C'est en m'intéressant à leur univers, en scrutant les feuilles des rosiers et des framboisiers, que j'ai découvert l'existence d'un insecte que je ne soupçonnais pas dans notre contrée, le phasme gaulois. C'est également grâce à un regard plus attentif que j'ai pu relier des formes de vie entre elles, pensant jusque-là qu'il s'agissait d'animaux différents. Pour exemple, cette drôle de créature ornée de nombreux spicules est capable de changer d'apparence au fur et à mesure de ses mues. D'abord mobile dans la végétation à la recherche de pucerons, cette larve a finalement pris la forme d'une nymphe. Un stade intermédiaire durant lequel l'insecte cesse de se nourrir.
L'organisme qui en sort est le résultat d'une métamorphose complète qui donne à l'animal des allures plus familières, une coccinelle. Bon nombre d'autres bestioles à 6 pattes portent les mêmes couleurs que nos bêtes à bon Dieu. Le gendarme, ou pyrocore, dont l'attirance pour le soleil au zénith lui a valu le nom de cherche-midi. Le cercope sanguin, un suceur de sève proche des cigales dont les larves sont cachées dans un amas spumeux communément appelé écume printanière ou crachat de coucou. Le cardinal rouge, un prédateur d'insectes dont le nom latin signifie « à la couleur de feu et aux cornes en forme de scie ». Le téléphore fauve, particulièrement agile lorsqu'il s'agit de voler de fleur en fleur à la recherche de pollen, de petits insectes à dévorer ou d'un partenaire pour s'accoupler. Si toutes les petites bêtes disposaient d'un capital sympathie, les tolérer chez soi serait un jeu d'enfant. Mais pour certaines personnes, force est d'admettre que tout le monde n'est pas le bienvenu et qu'on peut aussi être mal aimé. En ce sens, les mouches ne font pas l'unanimité et leur attirance pour l'odeur nauséabonde du champignon clatre rouge ne devrait pas les aider. Les ailes postérieures des mouches sont réduites à des bâtonnets appelés haltères ou balanciers. Un organe à peine visible derrière les 2 seules ailes membraneuses destinées au vol. Une spécificité anatomique qui explique leur présence dans l'ordre des diptères, à traduire par 2 ailes en grec ancien. Chez les mouches aussi, la diversité s'exprime et toutes les espèces n'ont pas le même régime alimentaire. Certaines peuvent chasser, alors que d'autres possèdent une trompe ornée de lobes spongieux qui absorbent les liquides superficiels. Comme chez les libellules, les yeux de mouche se composent de centaines de facettes et peuvent être si grands qu'ils se touchent au sommet de la tête. Toutefois, pour que certaines soient démasquées en tant que mouches, il faudra un regard plus avisé, car les couleurs noires et jaunes induiront les néophytes en erreur. Attention donc aux usurpateurs. C'est le cas des cirfes, qui avec de si gros yeux et de si courtes antennes, ne peuvent pas appartenir à la famille des guêpes à laquelle ils ressemblent. Et au rayon des guêpes, les insectes ne sont guère plus appréciés. Trop souvent réduites aux rares piqûres qu'elles nous infligent, il serait bien dommage de ne pas reconnaître leur rôle fondamental dans l'équilibre de nos écosystèmes. À la fois prédateurs régulateurs d'autres insectes, mais aussi pollinisateurs efficaces, nous avons tout à gagner en nous interdisant de les écraser durant nos repas d'été. Derrière le terme de guêpe se cache une palette d'espèces avec des morphologies et des mœurs variées. Le Gastéruption à javelot, par exemple, dont le nom fait tout de suite écho à l'organe très allongé au bout de son abdomen. Un ovipositeur destiné à pondre des œufs. Enchanté par ce panel d'espèces possibles, j'ai réalisé au jardin quelques aménagements à base de sable, bien exposés au soleil et à l'abri de tout piétinement. Il ne m'aura fallu qu'un été à patienter avant de voir de nouvelles curiosités s'y installer. Taille fine, abdomen resserré et rattaché au corps comme par un fil, voici la tournure svelte de l'élégante Ammophile. Cette guêpe est une fouisseuse qui travaille solitaire à son excavation.
un puits de 5 cm de profondeur destiné à accueillir son œuf. Par intervalles rapprochés, l'amophile des sables apparaît au jour avec sa charge de déblais. Pour partie, elle la jette quelques décimètres plus loin, mais certains graviers bénéficient d'un traitement particulier. Ils sont gardés à proximité et serviront à clore son logis. Mais avant d'obstruer définitivement son terrier, l'amophile ira chasser une chenille qu'elle prendra soin de paralyser. Elle introduira cette pièce de gibier au fond du puits et déposera son œuf à proximité. Le garde-manger de la future larve est ainsi assuré. Le safari au jardin doit donc passer par l'explosion de quelques préjugés. En première ligne des victimes du délit de faciès se trouvent sans aucun doute les araignées. Mais il faudra se faire à l'idée. Dans un jardin vivant, les arachnides sont partout. Et tant mieux, car en ingurgitant 10 à 20% de leur propre poids par jour, ces petites bêtes à 8 pattes sont d'excellents régulateurs des populations d'insectes. Si toutes les araignées produisent de la soie, le rôle de cette fibre naturelle peut varier. Les pères faciés ou argiopes frelons utilisent par exemple ces fils pour bâtir une toile géométrique collante où sont piégées ses proies. La pisore admirable, quant à elle, fait partie des araignées qui ne tissent pas de toile pour attraper ses victimes, mais qui préfèrent les courser, choisissant donc un mode de vie errant. La soie lui est avant tout utile pour fabriquer une pouponnière en forme de cloche. Ces jeunes y demeurent sous sa surveillance jusqu'à ce qu'ils soient capables d'explorer le monde par eux-mêmes. Si son apparence peut repousser, la qualité des soins maternels prodigués par la pisore admirable doit au contraire nous émerveiller. D'autres espèces se spécialisent dans la chasse à l'affût. L'araignée crabe, ou Thomis variable, est passée maître dans l'art du camouflage, quitte à changer de couleur selon les fleurs qui lui serviront de mirador. Jaune, verte, marron ou blanche. Cachée cette fois dans les fleurs de la phacélie, elle patiente des heures pour trouver la bonne proie. Ni trop petite, ni trop grosse, ni trop rapide. Comme la très grande majorité des 1750 espèces d'araignées identifiées en France, la Thomis variable ne mesure que quelques millimètres et reste totalement inoffensive. Les tas de bois, entreposés au fond du jardin, recensent bien entendu des araignées, mais ils dissimulent aussi d'autres espèces. Pour peu qu'on le laisse pourrir tranquillement plusieurs années, le bois mort peut être le point de départ d'une nouvelle vie. C'est le cas pour les larves de cet insecte hors norme, le lucane cerf-volant. À la nuit tombée, les soirs d'été, les mâles s'envolent à la recherche d'une femelle. Et ce soir, c'est dans l'obscurité du jardin que l'un d'entre eux finit par trouver son butin.
Vivant recluses sous des tas de bois ou dans des galeries de rongeurs l'essentiel de l'année, d'autres étranges créatures choisissent la nuit pour partager leur livrée. Après des mois d'absence, d'une vie heureuse, d'une vie cachée, réapparaissent comme par magie les salamandres tachetées. Il faut souvent attendre les premières soirées pluvieuses de l'automne pour les voir s'activer sur la terrasse et devant la porte d'entrée. C'est un rendez-vous amoureux qui dicte leur sortie. En octobre, les mâles sont aux aguets, prêts à se battre pour s'unir avec la première femelle qui passera par ici. Ce soir, sous les ululements de la chouette hulotte, je suis le témoin de cette étreinte, de ce moment d'intimité. Au Moyen Âge, la salamandre tachetée est devenue un emblème de la royauté. Aujourd'hui, elle est classée comme espèce protégée. Sortir la nuit dans son jardin, à la lumière d'une lampe frontale, c'est découvrir l'extraordinaire qui se cache dans l'ordinaire. Écouter de nouveaux sons, se laisser tenter par de nouvelles sensations. Pour celui qui limite ses prospections naturalistes à la lumière du soleil, beaucoup de petits êtres restent invisibles. C'est sous les reflets lumineux de la lune que le hérisson d'Europe préfère crapahuter, que crapauds et tritons préfèrent chasser. Leur période de reproduction terminée, les tritons adultes ont déserté la mare qui les a abrités durant le printemps et l'été. Comme tout amphibien, leur cycle de vie alterne deux phases. L'une est aquatique, l'autre est terrestre. Durant ces longs mois d'hivernage, les tritons n'ont qu'un objectif, fuir le soleil. Fissures dans une terrasse, tas de bois ou de feuilles mortes, planches oubliées au fond du jardin, tout abri est bon à prendre pour patienter jusqu'à la nuit. Éclairer un simple drap blanc un soir de nuit noire est un moyen simple de s'offrir un bref aperçu de la faune nocturne. Attirés par cette lumière artificielle et ponctuelle, de nouveaux insectes feront leur apparition. Parmi eux, à coup sûr, des papillons. Sur les quelques 5000 espèces de lépidoptères décrites en France, 90% sont nocturnes. Ils répondent aux noms de sphinx, de noctuelles, de phalènes, de tordeuses, de pyrales. Cachés au frais durant la journée, c'est aussi la nuit qu'il faut espérer voir les escargots en pleine activité. Deux yeux au bout de tentacules rétractiles, une langue râpeuse couverte de dents, cet être hermaphrodite n'est pas toujours gracile, mais à l'évidence, sa biologie surprend. Mais combien sommes-nous encore à accorder de l'attention à ces corps mous ornés d'une coquille ?
Combien sommes-nous à rester émerveillés devant les incroyables histoires que toutes ces petites bêtes peuvent nous raconter ? Comme les escargots, les fourmis ont perdu l'intérêt que nous leur portions durant notre enfance. Mais en les regardant de plus près, même les adultes pourraient être surpris. Que dire de ce mutualisme à bénéfice réciproque dans lequel les fourmis protègent les pucerons des prédateurs en échange de quelques gouttes d'un délicieux miella qu'ils sécrètent par leur abdomen? Que dire de ce moment magique où les fourmis mâles et femelles, alors embellies de 4 ailes, sortent de terre par milliers pour un vol nuptial éphémère, pour un essaimage destiné à fonder de nouvelles colonies. Que dire de la puissance des muscles de leur cou et de la dureté exceptionnelle de leur exosquelette qui leur permet de porter des charges jusqu'à 1000 fois plus lourdes que leur propre poids. De l'abeille au triton, de la mésange au papillon, un jardin vivant est l'occasion de vivre chez soi des safaris surprenants. 30 espèces d'oiseaux, 11 de mammifères, 8 d'amphibiens, un reptile et plus d'une centaine d'insectes et d'araignées. Voilà le résultat de notre modeste inventaire dans un jardin privé, habité et cultivé de 1200 mètres carrés. Tous ces animaux ne sont pas apparus sur notre terrain au sens propre. Ils ne sont pas tous réguliers et fidèles, mais sont tous à minima passés par là, et d'autres suivront. Chaque nouveau spécimen identifié signifie que l'espèce trouve chez nous des conditions satisfaisantes pour se cacher, se nourrir, se reproduire ou hiberner. Cela veut dire aussi que l'espèce est présente ailleurs dans le quartier et qu'elle est en mesure de visiter d'autres espaces, de coloniser de nouvelles contrées. Orchestrer chez soi un équilibre entre le naturel et l'artificiel. Devenir observateur des déplacements d'animaux entre le monde sauvage et les espaces privés. Voilà ce que propose l'aventure du jardin sauvage à laquelle nous nous prêtons depuis 10 ans, avec des résultats rapides et encourageants. C'est une expérience où l'ennui est inexistant, où l'apprentissage est permanent. Le débutant comme l'expert y sont invités. L'aventure du jardin vivant aide également à ne pas se déconnecter totalement de notre environnement. Elle nous rappelle que les services rendus par la biodiversité sont multiples. Ne nous méprenons pas. Même si les espèces qui interagissent avec nos jardins sont de petite taille, elles ont un grand rôle à jouer. Décomposer et recycler la matière organique, polliniser nos plantes ou maintenir les équilibres naturels que nous connaissons. Alors face à la disparition et à la fragmentation de tous nos écosystèmes, de quel côté nos jardins doivent-ils se ranger ? Celui de la stérilité ou celui de la diversité ? Avons-nous plus à gagner avec du gazon et du gravier ou avec des fleurs et des potagers ?